Bonjour chers auditeurs de Prévention Santé, aujourd'hui en direct d'Aix-les-Bains, aux Académies de la Naturopathie. Et vous le reconnaissez, Dr Donatini, qui a fait une brève apparition dans Prévention Santé il y a quelques temps à Quantique Planète. Vous étiez très nombreux à me poser des questions sur la mycothérapie, sur l'immunité, sur le cancer, les maladies auto-immunes. Aujourd'hui, il est là, justement, pour y répondre. Bonjour Bruno. Bonjour Déborah. Vous allez bien? Tout s'est bien passé? Oui, parfait, merci. Super. Alors, on est à un congrès de naturopathie. Quelle est pour vous la fonction du naturopathe aujourd'hui par rapport au médecin? Je pense qu'il va avoir un rôle beaucoup plus préventif, beaucoup plus pédagogique. Il va prendre le temps d'écouter beaucoup plus son patient et va pouvoir essayer de le convaincre de changer de mauvaises habitudes hygiéno-diététiques, un peu plus de sport, manger moins de produits favorisant la dysbiose, les flatulences, les troubles digestifs, et s'attacher à des petits détails, on va dire cliniques, on va oser dire cliniques, qui vont interpeller sur l'état immunitaire, les infections virales résiduelles qu'on peut trouver chez le patient et qui n'auront pas forcément alerté le médecin qui sera un petit peu débordé ou qui sera plus préoccupé par l'observance de médicaments. Donc c'est un allié en plus bien sûr du médecin ou du gastro-entérologue, on le répète, faites une consultation régulièrement. On ne vous dit pas d'aller voir qu'un naturopathe, attention, on prévient. Les virus qui existent aujourd'hui, les plus connus et les plus dangereux, est-ce que vous pouvez nous les citer ? Alors, les virus les plus dangereux appartiennent probablement à la famille des herpesvirus. Donc ça, c'est un très grand groupe. On connaît en particulier la nocivité du virus d'Epstein-Barr, la mononucléose infectieuse, qui va favoriser certaines maladies tumorales comme le cancer de l'estomac, certains lymphomes. Il peut même favoriser des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. On a un deuxième représentant qui est le cytomégalovirus, qui peut favoriser des tumeurs cérébrales. Donc ça, c'est un premier grand groupe. Et ensuite, il y a des virus d'hépatite. Les hépatites B, les hépatites C sont bien connues et vont donner des hépatites aiguës, des hépatites chroniques qui peuvent dériver vers des tumeurs. Donc on sait que certains virus sont pro-cancéreux et il faut particulièrement veiller à leur dépistage et à leur traitement rapide. C'est vrai que les virus, souvent, on se dit c'est pas forcément inquiétant. On va passer une semaine avec de la fièvre, ce n'est pas forcément intéressant. Les médecins ne s'attardent pas assez à ça. Vous avez une solution avec les champignons. Quels sont ces champignons qu'on pourrait conseiller aux auditeurs qui nous regardent ? Alors, les champignons peuvent être d'excellents immunostimulants et par ce biais-là peuvent être d'excellents antiviraux. Donc, ce ne sont pas des champignons que l'on va trouver dans les supermarchés, c'est vrai, mais ça reste des champignons alimentaires. Donc, il s'agit tout simplement de légumes particuliers qui contiennent soit des sucres, soit des substances complémentaires, comme des polyphénols, qui peuvent activer l'immunité. On sait très bien que consommer beaucoup de légumes est bénéfique pour la santé. Donc, les champignons, on retiendra le Coriolus versicolor, nom latin, je suis désolé, il n'y a pas d'équivalent français. Il y a le ganoderme luisant, qui s'appelle reishi qui est très connu sous ce nom-là. Très connu sous ce nom. Le héricium est un champignon intéressant contre les virus et contre les lycobactères. Vous avez encore le Felinus linteus qui va stimuler l'immunité digestive et protéger la paroi digestive. Enfin, on connaît le shiitake qui est un champignon qui s'appelle le champignon savoureux qui peut même être consommé avec des plats usuels. Donc on peut retenir 4 grands types de champignons qui peuvent aider à l'immunité et au nettoyage viral ou bactérien facilement au cours de l'alimentation. Quel est l'avantage du champignon par rapport en complément de la phytothérapie ? Alors, ce n'est pas la même dimension. La phytothérapie va être basée sur des produits qui ne sont pas classés aliments, donc qui sont presque artificiellement rajoutés en cas de pathologie ou de prévention. Donc la phytothérapie, bien souvent, va être attachée à la notion de médicament. On est dans le traitement, la modification d'un statut physiologique. Là, on est dans l'aliment, on est dans la prévention de fond, c'est-à-dire que ça pourrait concerner tout le monde de la même façon.
façon que 5 fruits et légumes est un slogan qui concerne tout le monde. Donc là, on sait très bien que nous sommes presque tous infectés, soit par des virus herpétiques, soit par la mononucléose infectieuse, soit par le papillomavirus, un autre virus cancérigène qui peut être concerné par le champignon. Donc on va dire que 90% de la population pourrait être concernée par ces immunostimulants naturels. On ne dirait pas que 90% des gens devraient prendre de la phytothérapie. Et non, parce qu'ils n'ont pas forcément de symptômes. Voilà, c'est la différence en fait. Je crois que, et c'est là où se place le naturopathe, c'est que le naturopathe pourrait être consulté par quelqu'un de bien portant dans une visite de prévention ou une visite de mal-être, alors que la personne qui viendrait consulter le naturopathe n'irait pas voir un médecin pour une consultation thérapeutique. Ce n'est pas la même démarche. Donc là, en effet, on peut replacer l'aliment dans un contexte de prévention plus soigné et chercher des petits signes, soit d'atteinte buccale, soit de répétition d'infection, qui peuvent alerter sur une infection sous-jacente. Quel conseil donner aux naturopathes qui voudraient justement utiliser vos champignons, vos produits? La première démarche est de venir à une formation, c'est bien évident, mais surtout être déterminé à avoir une pratique d'évaluation. Il faut apprendre à avoir le coup d'œil ou les bonnes questions pour dépister un mauvais statut immunitaire, prendre l'habitude de mesurer ce que l'on fait de façon à pouvoir choisir les traitements efficaces et satisfaire son, on ne va pas dire patient, mais on va dire client, parce que l'objectif maintenant est d'être concrètement efficace et de le démontrer. Il faut qu'il apprenne à devenir un acteur de santé à part entière. Sur Internet, une auditrice nous a dit j'ai pris vos traitements et je ne vois pas de grande amélioration. Attention, effectivement, on va lui répondre et vous allez lui répondre qu'il y a aussi une rigueur alimentaire derrière et un environnement par rapport à tout ça. Tout à fait. Alors, on est dans une prévention et on est dans une évaluation. Donc ça veut dire que ça doit être encadré par un professionnel qui a repéré une dysfonction, on va dire, et qui doit corriger un statut. Donc il y a une plainte, il faut un diagnostic. Cette plainte, elle est peut-être pas univoque, c'est peut-être pas un virus isolé. Ça peut être aussi une mauvaise habitude alimentaire. C'est ça. Donc première étape, faire un point nutritionnel, vérifier qu'il n'y a pas une pathologie qui mériterait un traitement médical. Il peut y avoir un réel problème sous-jacent. Donc ne pas commettre l'erreur de faire de l'alimentaire alors qu'on est face à une lésion plus grave ou une infection, une pathologie plus grave. Donc la première étape est en effet de spécifier la cible et de ne pas tomber dans le piège d'une pathologie sévère. La deuxième étape est de mesurer. Moi-même et comme tous les praticiens, on se fait piéger par des patients peu satisfaits ou qui viennent avec un effet nocebo, donc un effet plutôt négatif. Et lorsque l'on vérifie l'effet par une mesure biologique, par le poids, par un test respiratoire, on s'aperçoit qu'au contraire, les résultats ont été excellents. Mais elle est pessimiste et en fait, il faut lui expliquer que tout s'est très bien passé, qu'elle va beaucoup mieux. Ah oui, c'est ça tout simplement. Tout simplement, parfois. Il faut être aussi un petit peu positif là-dedans. Non, en tout cas, on essaye de vous transmettre des informations et c'est surtout des recherches bien pointues. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ça dans le livre de Bruno Donatini. Une autre question d'un auditeur, comment faire une bonne vidange de l'estomac ? Alors, il y a très souvent, en effet, des patients qui conservent plus de 2 à 3 heures leur repas dans l'estomac. Normalement, un estomac se vide assez rapidement dans les 2 heures. Il doit avoir évacué l'essentiel de son contenu dans l'intestin grêle. Et si ce n'est pas le cas, il faut l'aider. On peut soit favoriser certains mouvements. Il y a des mouvements de yoga où on va, par des torsions, éventuellement la tête en bas, amener à une vidange progressive de l'estomac. Première donc possibilité, exercice yoga. Deuxième possibilité, manipulation douce, viscérale, ostéopathique, qui va rassembler le contenu gastrique vers le haut et la droite, ouvrir
la pince entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure en amenant un petit peu vers la droite les vaisseaux et le mésentère. Désolé pour les termes techniques, mais il y a des mouvements anatomiques assez précis à faire. Et puis on va, dans le sens des aiguilles d'une montre, vidanger le duodénum de façon à passer son contenu à travers cette pince. Donc ça, deuxième possibilité. Enfin, il y a des produits simples comme le sorbitol. Donc ça peut être du jus de pruneau, du jus de betterave ou même du sulfate de magnésium qui va aider à vidanger en comprimant le duodénum, qui va aider à vidanger l'estomac. Donc on peut allier tout ça éventuellement avec des plantes cholérétiques pour vider le foie et on peut obtenir en une semaine de bonnes vidanges, même prolongées. Peut-être ajouter des épices ? On peut ajouter des épices, certaines épices, le piment peut favoriser, le gingembre peut favoriser la vidange de l'estomac. Quel serait votre constat sur la société actuelle, sur la santé de la société actuelle ? La société actuelle s'appuie sur le traitement des pathologies pour diminuer l'inflammation. Donc c'est une société qui va vers l'immunosuppression. La vaccination favorise l'immunosuppression, les corticoïdes le favorisent. Dès qu'il y a une maladie auto-immune, on emploie largement les immunosuppresseurs, de plus en plus puissants, de plus en plus spécifiques, ce qui va diminuer les défenses contre les virus, contre les cancers. Donc on observe beaucoup plus de virus, beaucoup plus de cancers, on observe plus de prionopathies. Les prionopathies, c'est ce terme pour les maladies neurodégénératives qui sont favorisées par l'immunosuppression. Donc nous allons vers une société qui vieillit, c'est une très bonne chose, mais qui vieillit avec une immunosuppression. Et cette immunosuppression donne beaucoup de pathologies lourdes. Donc on a beaucoup de polypathologies après 55, 60 ans qui n'existeraient peut-être pas si on préservait un petit peu plus l'immunité antivirale. Et donc le fruit et légumes, par exemple, vient dans ce cadre, la bonne vidange de l'estomac qui diminue les lymphocytes de tolérance, une meilleure chaleur corporelle par plus de mouvements, plus de vascularisation, de posture, et certainement plus de détente, puisque le stress diminue la vidange gastrique. Donc une meilleure prise en charge naturopathique améliorerait cette santé de fond. Une dernière question d'auditeur. Le cas du gluten et du lactose, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque c'est une polémique sur Internet en ce moment. Il y en a qui sont anti et il y en a qui sont pro, entre guillemets, en disant finalement on peut faire abstraction, mais de façon légère. Alors, je pense qu'il est urgent d'introduire des outils de mesure. Un outil de mesure simple, c'est la mesure du gaz expiré qui permet d'avoir une vision précise des bactéries dans l'intestin. Ces bactéries, qui doivent exister en petite quantité, vont modifier les aliments non absorbés. Donc si vous absorbez beaucoup d'aliments qui ne sont pas métabolisés, les bactéries prennent le pouvoir et vous nuisent, elles créent de l'inflammation, elles baissent l'immunité, favorisent les virus et les cancers. Donc si vous consommez des laitages et que vous produisez de l'hydrogène, ce n'est pas bon pour vous. Si vous consommez du gluten et que ça abrase votre muqueuse, que ça produit des gaz, ce n'est pas bon pour vous. Donc je pense que là, il y a une réponse simple et claire, individualisée, professionnelle au débat. Le débat n'existe que parce qu'il y a trop de monde qui parle de choses qui ne mesurent pas. Hein, voilà. C'est ça, justement. Au moins, l'avantage avec vous, c'est qu'il y a des preuves scientifiques. Et c'est pas, on ne va pas inventer les choses. Non, les constats sont là. Ce n'est pas un débat philosophique, c'est un débat scientifique. La naturopathie doit avoir une base scientifique, même si la philosophie est humaniste et qu'on joue aussi pour le développement spirituel, mais dans la longévité de l'être humain. C'est d'abord scientifique, ça doit reposer sur des mesures et on doit constater une efficacité. Puis il faut s'allier entre nous, parce qu'on a besoin de plusieurs corps métiers. Bien sûr. Si on veut pouvoir être un acteur de santé, on ne peut pas être tout seul et mépriser les autres. C'est un tissu déjà bien structuré, avec une réglementation précise, des gens très honorables qui ne demandent qu'à travailler entre eux. Un dernier mot pour nos auditeurs qui sont fans d'ailleurs, qui suivent beaucoup votre actualité.
Eh bien, je vous souhaite de consommer d'excellents légumes, très riches en bactéries et en polyphénols, issus de la culture bio. Je vous souhaite de réussir de très bons plats, parce qu'on peut faire d'excellentes choses, délicieuses, avec des produits naturels, bien entendu.